Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans une question vraiment fondamentale. Une question que toutes les sociétés se posent, en fait. Exactement. Comment est-ce qu'on gère son passé? Surtout quand il est douloureux. C'est le cœur du thème Histoire et mémoire pour le bac. Et on va essayer de décortiquer ça ensemble. Oui, alors notre parcours va se faire en 3 temps. D'abord, on va poser les bases, la différence essentielle entre histoire et mémoire. Ensuite, on verra que ça se complique, qu'on passe d'une mémoire à des mémoires qui souvent s'affrontent. Et on finira notre exploration sur les bancs des grands tribunaux internationaux, là où justement l'histoire et la mémoire rencontrent la justice. C'est tout un programme. Un programme essentiel pour comprendre les enjeux d'aujourd'hui, oui. Alors, commençons par le début. Cette distinction histoire et mémoire. On a l'impression que la différence est évidente, mais Mais en réalité, c'est la clé de tout. c'est ça. Prenons l'histoire. Pour beaucoup, c'est juste ce qui s'est passé avant. Mais c'est plus complexe que ça, non? On parle d'une discipline scientifique. C'est exactement ça. Il faut vraiment voir l'histoire comme une démarche intellectuelle, très rigoureuse. Ah oui. Oui, le premier des historiens, Hérodote, dans l'Antiquité, il parlait déjà d'une procédure de vérité. Une procédure de vérité. Voilà, le but de l'historien, ce n'est pas tant de se souvenir que de comprendre, d'expliquer le passé le plus objectivement possible. Et pour ça, il a des outils, une méthode. Bien sûr, il collecte des sources, des textes, des objets, des images. Il les critique, il les croise. Il essaye en tout cas de mettre ses émotions de côté. C'est un travail de mise à distance. On pourrait dire que c'est la raison appliquée au passé. J'aime bien cette formule, oui. La raison appliquée au passé. D'accord. Et donc, si l'histoire c'est la raison, la mémoire, qu'est-ce que c'est? C'est le chaos des émotions? C'est un peu ça, si on veut caricaturer. La mémoire, c'est le souvenir. Un souvenir qui, par nature, est subjectif, qu'il soit individuel ou collectif. Et donc pas du tout objectif. Non, au contraire. La mémoire est immédiate. Elle est dans le vécu, dans l'affect. Et surtout, elle est sélective. Et ça, c'est un point absolument crucial. C'est-à-dire? La mémoire est faite d'oubli. On ne se souvient pas de tout, on trie, on réorganise, pour construire un récit qui a du sens pour nous, pour notre groupe. Donc, là où l'histoire essaye de tout éclairer, la mémoire choisit ses projecteurs. C'est une excellente image. Et du coup, la mémoire peut profondément diviser parce qu'elle touche à l'identité, aux blessures. Si l'histoire est la raison, la mémoire, c'est la passion du souvenir. Cette opposition est fascinante. D'un côté, une démarche qui se veut froide, presque chirurgicale, et de l'autre, une mémoire passionnée, vivante, mais terriblement partiale. Tout à fait. Il y a une historienne, Isabelle Vera-Masson, qui résume ça de façon très percutante. Elle dit que l'histoire se méfie de la mémoire car elle est subjective. Et elle ajoute une phrase géniale. Laquelle? L'oubli est constitutif de la mémoire, alors qu'il est l'ennemi héréditaire de l'histoire. Waouh, c'est puissant. Tout ce que l'historien essaye d'éliminer est au cœur de la mémoire. C'est ça. Mais ça me semble un peu trop parfait comme opposition. Est-ce que l'historien peut vraiment se passer de la mémoire? Les témoignages, par exemple, même subjectifs, c'est une source indispensable, non? Absolument, et c'est là que ça devient intéressant. L'historien n'est pas dans sa tour d'ivoire. Les mémoires sont des sources essentielles, Mais des sources qu'il doit... qu'il doit critiquer, croiser avec d'autres documents. Le dialogue est constant, même s'il n'est pas fointendu. Et inversement, le travail de l'histoire peut bouleverser la mémoire collective. T'auras un exemple concret de ça? D'un travail d'historien qui vient bousculer la mémoire de tout un pays? L'exemple le plus célèbre en France, c'est le livre d'Henri Rousseau, Le syndrome de Vichy, de 1987. Pendant des décennies, la mémoire collective, c'était celle d'une France, Majoritairement résistante. voilà, une mémoire façonnée par De Gaulle. Et Rousseau, en travaillant sur les archives, a montré l'ampleur de la collaboration, et surtout la façon dont la société française avait refoulé cette partie sombre de son histoire. Un véritable électrochoc, j'imagine. Totalement. Son travail scientifique a forcé la France à regarder en face la réalité de Vichy, et ça a profondément modifié la mémoire nationale. C'est fou de se dire que ça a pu bousculer à ce point la mémoire collective. Ça montre bien que la mémoire, ce n'est jamais un bloc uni. C'est plutôt un champ de bataille. C'est le mot juste, un champ de bataille. Il n'y a jamais une mémoire d'un événement, mais des mémoires. Et elles sont souvent en concurrence. D'un côté, on a ce qu'on peut appeler la mémoire officielle, Celle de l'État. le fameux devoir de mémoire. C'est ça. Les commémorations du 11 novembre, les monuments aux morts dans chaque village, le Panthéon. Le problème, c'est que ce récit officiel coexiste avec une multitude d'autres mémoires qui ne se reconnaissent pas forcément là-dedans.
Comme pour la guerre d'Algérie, par exemple. C'est l'exemple parfait. Pour un même événement, vous avez des mémoires radicalement opposées. Celle des combattants du FLN, Des héros de la libération de leur point de vue. bien sûr, et en face la mémoire des pieds noirs arrachés à leur terre. Celle des appelés du contingent, souvent traumatisés. Et puis, la mémoire tragique des harkis, ces Algériens qui ont combattu pour la France et qui ont été abandonnés. Et ces mémoires sont irréconciliables. Très largement, oui. Chacune lutte pour sa reconnaissance. Et est-ce qu'on peut voir ce conflit de mémoire physiquement dans notre quotidien? Oui, et parfois de manière très frappante. Prenons la gare de l'Est à Paris. Si on lève les yeux, on voit plusieurs plaques commémoratives de la Seconde Guerre mondiale à quelques mètres les unes des autres. D'accord. Une rend hommage aux patriotes français, une autre aux prisonniers de guerre, une troisième aux jeunes du STO, le service du travail obligatoire, et enfin une plaque spécifique pour les 70 000 juifs de France déportés, dont 11 000 enfants. Attends, donc au même endroit, on a plusieurs récits de la même guerre qui coexistent sans forcément se parler. C'est une image incroyablement puissante. C'est tout à fait ça. Chaque plaque représente une mémoire particulière, une souffrance spécifique qui réclame sa place dans le grand récit. Et face à cette fragmentation, l'État, il fait quoi? Il essaye de mettre de l'ordre? Il essaye. Et pour ça, il utilise un outil très puissant, la loi. C'est ce qu'on appelle les lois mémorielles. C'est un concept important. C'est quand le Parlement vote une loi pour dire « voici la vérité historique ». En quelque sorte, oui. L'intention est souvent de lutter contre le négationnisme, par exemple. En France, il y en a 4 principales. Alors, on a La loi Gaïsso de 1990 qui punit la négation de la Shoah, 2 lois de 2001, une sur le génocide arménien, l'autre sur l'esclavage comme crime contre l'humanité, et une loi de 2005 qui parlait du rôle positif de la colonisation. Ah oui, celle-là je m'en souviens. L'article a été abrogé, mais ça avait fait un tollé. J'imagine que les historiens ont bondi. Exactement. Leur réaction, ça a été de dire « Attendez, ce n'est pas votre rôle ». En 2008, un collectif mené par Pierre Nora a lancé un appel célèbre « Liberté pour l'histoire ». Et leur argument, c'était quoi? Que l'histoire ne doit pas s'écrire sous la dictée du politique ou de l'émotion. Définir la vérité historique, c'est le travail de l'historien, pas du législateur. C'est un débat très vif. Un débat qui montre à quel point le passé est un enjeu politique. C'est ce qu'on appelle l'instrumentalisation de la mémoire, non? Quand on utilise le passé pour des objectifs présents. Précisément. J'ai vu un dessin de Plantu là-dessus qui était parfait. En 2013, on voit les présidents Hollande et Gauck, l'allemand, main dans la main à Oradour-sur-Glane. Derrière eux, une banderole « Plus jamais ça ». Oui, l'image de la réconciliation. C'est ça. Mais sur le côté, Plantu a dessiné un écran de télé qui montre la guerre en Syrie qui fait rage au même moment. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous pose une question très dérangeante. Le dessin met en évidence le décalage entre le discours très solennel et la réalité. Il nous demande « À quoi sert ce devoir de mémoire si on est incapable d'empêcher les mêmes atrocités de se reproduire sous nos yeux ?» Il interroge la sincérité du rituel, en fait. Tout à fait. Est-ce qu'un engagement ou une façon de se donner bonne conscience? Ce dessin montre les limites de la mémoire. Mais parfois, la mémoire de ces atrocités, elle peut devenir un moteur pour la justice, non? C'est la grande question du XXe siècle. Et le basculement a lieu juste après la Seconde Guerre mondiale. Face à l'horreur des camps, les Alliés se rendent compte que le droit existant est inadapté. Il faut inventer de nouveaux outils juridiques? Exactement. Et ça donne le fameux procès de Nuremberg en 1945. Mais concrètement, comment on juge l'inimaginable? On crée de nouvelles notions. Le statut du tribunal de Nuremberg, le 8 août 1945, va définir pour la première fois le crime contre l'humanité. Qui inclut quoi précisément? L'assassinat, l'extermination, l'esclavage, la déportation. Mais aussi les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux. C'est une révolution. On reconnaît que certains crimes touchent l'humanité tout entière. Et c'est à ce moment-là qu'un autre mot terrible fait son apparition, génocide. Il a été forgé par un homme, c'est bien ça. Oui, par un juriste juif polonais, Raphaël Lemkin, en 1944. Il combine le grec « génos », le groupe, et le latin « cide », tuer. Pour lui, le génocide, ce n'est pas juste un massacre de masse. C'est plus spécifique. C'est un plan coordonné qui vise à détruire les fondements même de l'existence d'un groupe. L'objectif final, c'est d'anéantir le groupe lui-même. Et ce concept est ensuite repris officiellement par l'ONU. Oui, en 1948, la Convention sur le génocide le définit comme des actes commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Crime contre l'humanité, génocide. Les deux semblent proches. C'est quoi le détail juridique qui change tout? Le détail, c'est le mot intention.
Le juriste Philippe Sanz l'explique très bien. Pour prouver un génocide, un procureur doit démontrer l'intention spécifique, le projet délibéré de détruire le groupe en tant que tel. Et cette intention est très difficile à prouver, j'imagine. Extrêmement. C'est la différence fondamentale. D'accord, donc on a les concepts. Mais comment on s'assure que les coupables n'y échappent pas avec le temps? Un criminel nazi qui se cache pendant 40 ans peut toujours être jugé. Oui. Et c'est une autre avancée majeure. Une convention de 1968 instaure l'imprescriptibilité. Il n'y a pas de date de péremption. La justice peut le poursuivre tant qu'il est en vie. C'est ça. Et c'est là que l'historien revient sur le devant de la scène comme allié de la justice. Au procès de Maurice Papon en 1997, on a fait venir l'historien Robert Paxton. Spécialiste de Vichy? Exactement. Il n'était pas là comme témoin des faits, mais comme expert pour expliquer le contexte, les rouages administratifs qui ont rendu le crime possible. On a eu ces tribunaux créés après coup, comme pour Nuremberg ou le Rwanda. Mais est-ce qu'on a enfin réussi à mettre en place une justice internationale permanente? C'était l'objectif, et il a été en partie atteint avec la Cour pénale internationale, la CPI. Créée en 1998, si je me souviens bien. C'est ça, par le statut de Rome. Elle siège à La Haye et elle juge les individus pour les 4 crimes les plus graves. Génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre et crime d'agression. Mais est-ce que ça marche vraiment? On peut imaginer que ce n'est pas si simple. C'est là que le bas blesse. La CPI a 2 grandes limites. D'abord, sa compétence est complémentaire. Elle n'intervient que si les États ne peuvent pas ou ne veulent pas juger. La priorité reste aux justices nationales. Voilà. Et surtout, son pouvoir dépend de la volonté des États. Pour qu'un citoyen soit jugé, il faut que son pays ait ratifié le statut de Rome. Et j'imagine que certains poids lourds manquent à l'appel. Exactement. Des puissances comme les États-Unis, la Russie ou la Chine n'ont pas ratifié. Ça limite considérablement sa portée et son autorité. C'est tout le paradoxe de cette justice. Elle est née pour dépasser les frontières, mais elle reste prisonnière de la souveraineté des États. Tout à fait. Et voilà, on a fait le tour. On est parti de ce face-à-face entre l'histoire, la quête de vérité et la mémoire, le besoin de se souvenir. On a vu comment ça devient une bataille publique, politique, où les mémoires s'affrontent. Pour finir par voir comment l'histoire des pires atrocités a forcé l'humanité à construire, brique par brique, une justice internationale. Une justice impressionnante, mais encore fragile. C'est un puzzle complexe où tout est lié. Un puzzle essentiel à comprendre, car il nous parle autant du passé que de la manière dont nous choisissons de construire notre présent.